Rentaro Satomi est un garçon orphelin qui a perdu ses parents il y a 10 ans lorsque des parasites mortels appelés Gastria sont apparus sur Terre comme une nouvelle menace. Ce parasite, le Gastria, infecte les humains et les transforme en monstres. Ce qui reste de l'humanité vit maintenant à l'intérieur de murs monolithiques, des murs faits de viranium, le seul matériau capable de blesser le Gastria. Bientôt, des enfants nés avec le virus Gastria et obtenant des capacités surhumaines en conséquence sont découverts et surnommés enfants maudits. En raison de l'intervention du virus Gastria, les enfants maudits ne peuvent être que des filles. Des sécurités civiles sont formées pour se spécialiser dans la lutte contre le Gastria, opérant avec une paire d'initiateurs qui sont des enfants maudits, et un promoteur servant à diriger les enfants maudits. 10 ans après l'épidémie, le jeune Rentaro décide de rejoindre l'agence de sécurité civile Tendo, appartenant à son ami d'enfance, Kisara Tendo, pour prévenir la destruction de la région de Tokyo et du monde. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de Tokyo est clair, et Rentaro, désormais adolescent, pédale comme s'il n'y avait pas de lendemain pour atteindre une mission pour la corporation de sécurité civile Tendo. L'officier en charge, Tadashima, semble surpris de voir que Rentaro, un garçon, est responsable de la mission. La confusion se dissipe rapidement lorsque Rentaro lui montre sa licence de sécurité civile, prouvant que les apparences peuvent être trompeuses. Après une conversation sur la loi interdisant aux détectives d'entrer dans les territoires infestés par les Gastria, les deux se dirigent vers le 4e étage, où des rapports font état d'une possible activité Gastria. Lorsque Tadashima demande à propos de l'initiateur, le partenaire de Rentaro, ce dernier lui assure avec confiance qu'il n'aura pas besoin d'elle, bien qu'il soit évident que la situation va empirer plus qu'il ne l'imagine. Il avait raison. En atteignant l'appartement, il tombe sur 2 corps et un mystérieux homme masqué qui se trouve tranquillement au téléphone au milieu du chaos. Après une courte conversation quelque peu maladroite, l'homme masqué révèle qu'il a tué les 2 hommes et que son objectif est de détruire Tokyo. Rentaro, clairement furieux, lance une attaque en utilisant sa technique secrète, mais l'homme masqué esquive avec une facilité irritante. Les policiers qui essaient d'intervenir ne s'en sortent pas mieux, et bientôt l'homme masqué quitte les lieux, laissant Rentaro frustré et Tadashima enquêtant sur les environs avec plus de questions que de réponses. Pendant ce temps, Inju, qui avait été laissée derrière, court pour rejoindre l'action. En chemin, elle rencontre un homme ensanglanté qui se transforme bientôt en araignée. Gastria Inju, avec une agilité impressionnante, confronte le monstre, tandis que Rentaro et Tadashima arrivent pour aider. Malgré les meilleurs efforts de Tadashima, il ne parvient pas à blesser le Gastria. Cependant, Rentaro et Inju, avec leurs compétences combinées, réussissent à le vaincre de manière spectaculaire. Après le combat, Inju ne peut résister à l'envie d'embrasser Rentaro sur les lèvres, à sa grande surprise et confusion. Car bien sûr, quelle meilleure façon de célébrer une victoire contre un monstre géant qu'avec un baiser inattendu. Tadashima observe tout cela avec un mélange de surprise et de curiosité, réalisant enfin que Inju est l'initiateur de Rentaro, l'un de ces enfants maudits qui possède des capacités spéciales grâce au virus Gastria. Après cette mission intense, Rentaro retourne à l'agence seulement pour se faire gronder par Kisara Tendo, la responsable de la corporation de sécurité civile Tendo. Rien ne dit bienvenue comme un bon réprimande pour avoir oublié l'argent de la récompense. Kisara informe Rentaro qu'ils n'ont toujours pas trouvé le Gastria originel responsable de l'infection, ajoutant encore plus de pression sur eux. Avant que Rentaro puisse proposer de l'accompagner chez elle, Kisara mentionne de manière désinvolte qu'elle a un rendez-vous médical, laissant Rentaro quelque peu mal à l'aise. Plus tard, Rentaro rend visite à Dr Sumire Muroto, une chercheuse excentrique qui travaille sur le virus Gastria. C'est le genre de personne qui fait peur aux gens pour s'amuser. Après une discussion sur le saut évolutif que Gastria subit en infectant les humains, Rentaro rentre chez lui pour continuer sa vie quotidienne avec Anjo. Ici, nous voyons un peu le côté plus léger de leur relation. Une routine quotidienne qui inclut des dîners et des disputes sur l'espace personnel. Anju, clairement affectueuse, essaie d'attirer l'attention de Rentaro à chaque occasion, ce qui donne lieu à des scènes comiques où Rentaro essaie de garder ses distances, bien qu'Anju ait d'autres idées sur ce que signifie la distance. Le lendemain matin, les nouvelles annoncent que Seitenshi, une figure clé de la politique de Tokyo, fera une apparition aux côtés de Kikonagi au Tendo. Anju, comme toujours distraite, et Rentaro, essayant de la garder concentrée pour arriver à l'école à l'heure, finissent par prendre le vélo. Entre blagues et bavardages, Rentaro rappelle à Anju qu'elle doit garder son identité secrète à l'école, car elle est une enfant maudite, ce qui pourrait lui causer des problèmes. À la fin de la journée, Rentaro observe de loin la zone extérieure où vivent en isolement les enfants maudits, dernier espoir de l'humanité. Bien que la situation soit sombre, il y a une lueur d'espoir, même si cet espoir prend la forme d'enfants aux pouvoirs extraordinaires et a plus de secrets que ne peut en supporter une ville en ruine. Rentaro Satomi reçoit un appel de son partenaire Kisara Tendo, l'informant qu'ils ont été convoqués à une réunion importante au ministère de la Défense. Kisara a l'air sérieuse, ce qui met immédiatement Rentaro en alerte. Comme il est rare de recevoir des convocations urgentes du ministère, il sait que quelque chose de grand se prépare.
quelque chose qui pourrait changer le cours de leur vie et l'avenir de la région de Tokyo. Sans perdre de temps, Rentaro se rend avec Kisara à l'endroit désigné, se demandant quel type de menace ils allaient affronter cette fois-ci. En arrivant au ministère de la Défense, ils sont conduits dans une salle de conférence imposante, où ils rencontrent d'autres corporations de sécurité civile. L'atmosphère est tendue, et Rentaro remarque les regards des autres promoteurs fixés sur eux, en particulier sur Kisara, qui, malgré son apparence jeune, dégage une aura d'autorité. Alors qu'ils se dirigent vers leur siège désigné, un homme musclé se met en travers de leur chemin, bloquant la route de Kisara. L'homme les provoque, insinuant que les petits-enfants n'ont pas leur place dans des réunions si importantes. Rentaro, ressentant un mélange d'irritation et de détermination, se place devant Kisara pour faire face à l'homme. Cependant, avant qu'il ne puisse réagir, l'homme lui assène un coup de tête si violent qu'il faillit le faire tomber. Rentaro, maintenant pleinement alerte, sort son arme et se prépare à se défendre. Au lieu de continuer le combat, l'homme rit et demande à propos de son outil. Confus, il faut un moment à Rentaro pour réaliser qu'il parle de son initiateur, Anju. Furieux du mépris montré envers les enfants maudits, Rentaro se prépare à une confrontation directe. La situation tendue se dissipe lorsqu'un autre promoteur, Kagemashi Mikajima, intervient ordonnant à son subordonné d'arrêter le combat. L'homme musclé, que Rentaro apprend bientôt à connaître sous le nom de Shujin Akuma, se retire, mais pas sans lancer un dernier regard méprisant. Kisara, qui avait observé toute la scène, informe Rentaro que le classement IP de Shujin est 1584, bien plus élevé que ce que Rentaro avait imaginé. Impressionné, mais déterminé, Rentaro se concentre sur la réunion qui va bientôt commencer. Peu après, un homme entre dans la pièce et les informe que la réunion va commencer immédiatement. Les lumières s'éteignent et l'écran montre Saitenshi, le dirigeant de la région de Tokyo, accompagné de Kikunagi Otendo, le grand-père de Kisara et l'homme qui a adopté Rentaro lorsqu'il n'était qu'homme enfant. Saitenshi commence à parler, révélant que la menace à laquelle ils font face est de proportions catastrophiques. Les Gastria ont commencé à infiltrer la région de Tokyo et une affaire cruciale contenant des informations vitales pour la sécurité de tous a été volée. La tâche des promoteurs est de récupérer ce dossier et de vaincre le Gastria infiltré. Kisara lève la main, demandant si elle peut connaître le contenu du dossier. Cependant, Saitenshi refuse de le divulguer, affirmant qu'il s'agit d'informations classifiées. Juste au moment où la tension dans la pièce semble avoir atteint son paroxysme, un rire sinistre résonne dans le hall. Tout le monde se tourne et du haut d'une table, un homme masqué se présente. C'est Kagatane Haruko, un ancien promoteur devenu maintenant un ennemi de la Civil Security Corporation. À ses côtés se trouve sa fille, Koina, qui, bien qu'elle n'ait que 10 ans, est une initiatrice dangereuse et létale. Kagatane se moque de Saitenshi, l'appelant une dirigeante inutile, et annonce qu'il participera également à la course pour l'héritage des 7 étoiles. Le contenu mystérieux du dossier volé avant que quiconque puisse réagir, Shujin attaque Kagatane avec son immense épée, mais son coup est stoppé net par un bouclier invisible. Le bouclier de répulsion de Kagatane, alimenté par le véranium qui coule dans son corps, le protège de tout dommage. Les autres promoteurs, terrifiés, tentent de lui tirer dessus, mais les balles rebondissent sans danger. Visiblement satisfait du chaos qu'il a causé, Kagatane lance un cadeau vers Rentaro, lui disant que le jour du jugement approche. Il s'échappe ensuite avec Koina par une fenêtre, laissant la pièce dans un état de confusion et de panique. Après son départ, Saitenshi ajoute une nouvelle mission à la tâche. Non seulement ils doivent récupérer le dossier, mais ils doivent le faire avant que Kagatane ne mette la main dessus. Le lendemain, Rentaro essaye de vider son esprit tout en faisant des courses avec un joug. Cependant, le souvenir de la réunion au ministère le hante. Soudain, il se retrouve dans une situation violente lorsqu'une jeune fille, l'une des enfants maudits, est surprise en train de voler. Malgré les insultes et les mauvais traitements qu'elle reçoit, Rentaro décide de ne pas intervenir, sachant que toute action en sa défense ne ferait qu'aggraver les choses. Anju, en revanche, ne peut s'empêcher de ressentir de l'empathie pour la fille et remet en question les décisions de Rentaro. Plus tard, après avoir vu la fille emmenée par la police, Rentaro la suit sur sa moto jusqu'à une ruelle sombre. Là, à son horreur, il voit les agents tirer sans pitié sur la fille, la laissant au bord de la mort. Submergé par la cruauté de la situation, Rentaro conduit la fille à l'hôpital, où les médecins parviennent à lui sauver la vie. Cependant, cet événement laisse une cicatrice dans son âme, lui rappelant que les enfants maudits, ceux qui devraient être vus comme les sauveurs de l'humanité pour les protéger du Gastria, sont au contraire traités comme des parias. Cette même nuit, alors qu'il réfléchit à ce qui s'est passé, Rentaro est de nouveau confronté à Kagatane. Cette fois, le méchant lui fait une offre tentante de rejoindre sa cause. Kagatane essaye de soudoyer Rentaro avec la promesse que s'il le rejoint, il pourra mettre fin à la cruauté envers les enfants maudits. Rentaro, ferme dans ses principes, rejette immédiatement l'offre, tirant sur l'argent que Kagatane présente comme incitation. Bien que Kagatane le menace, disant qu'il devra bientôt faire face à la réalité, Rentaro reste ferme dans sa décision. Le lendemain apporte un nouveau coup émotionnel pour Rentaro. L'identité de Ju a été révélée à l'école, et maintenant elle a disparu. Désespéré de la retrouver, Rentaro fouille la région de Tokyo, demandant aux enfants maudits s'ils l'ont vue. Enfin, il arrive à un égout, où un homme nommé Matsuza Uzaki s'occupe de plusieurs enfants maudits. Là, il apprend qu'Anju s'est caché, convaincu que sa révélation l'a rendue dangereuse pour Rentaro.
Malgré l'angoisse qu'il ressent, Rentaro continue sa recherche d'Enju, déterminé à la retrouver et à prouver qu'il sera toujours à ses côtés, peu importe l'adversité. Rentaro Satomi, après une journée fatigante à chercher Enju sans succès, décide de retourner au laboratoire de Sumire Muroto. Son plan est de se défouler un peu et de demander des conseils. Cependant, alors qu'il commence à parler, il remarque que Sumire bâille, montrant clairement son désintérêt. Confus, Rentaro lui demande si elle a prêté attention, mais elle répond avec désinvolture qu'elle pensait à ce qu'il allait manger pour le dîner. Ce commentaire irrite Rentaro, lui rappelant que c'est elle qui lui a demandé de partager ses problèmes. Malgré la situation, Sumire reformule les paroles de Rentaro, précisant que bien qu'elle semble distraite, elle écoutait. Néanmoins, Sumire ne peut s'empêcher de taquiner, commentant que les problèmes de Rentaro sont trop simplistes et ennuyeux. La conversation change lorsque Sumire réfléchit à pourquoi l'humanité doit faire face aux Gastria. Rentaro, d'un ton sérieux, lui rappelle que ces monstres sont les ennemis les plus létaux de l'humanité. Mais Sumire contredit cela, mentionnant l'existence de groupes religieux qui vénèrent les Gastria comme des messagers de Dieu, envoyés pour purifier le monde des péchés humains. Pour certains, l'humanité est la véritable coupable de l'épuisement des ressources de la planète. Rentaro n'est pas d'accord avec ce point de vue et se demande ce qu'il adviendra des enfants maudits si ils, les Gastria, sont vraiment des messagers divins. Sumire, gardant son calme caractéristique, suggère que ces enfants ne sont que des intermédiaires entre les humains et les Gastria. Provoquant la colère de Rentaro, en frappant la table de ses deux mains, il déclare fermement qu'Enju est humaine. Sumire, avec un sourire malicieux, dit qu'elle comprend enfin, mais lui rappelle que bien qu'ils connaissent l'origine d'Enju, elle-même ne le sait pas encore. Avant de partir, Rentaro remercie Sumire pour ses conseils. Alors qu'il se dirige vers la porte, Sumire lui transmet un message de son supérieur. Il devrait visiter le bureau du conseil des étudiants de temps en temps. Rentaro hoche à peine la tête et continue son chemin lorsqu'il reçoit un appel urgent de l'enseignant d'Enju, l'informant qu'elle a assisté au cours, mais qu'une situation préoccupante s'est développée. Pendant ce temps, Enju est assise seule à son bureau, tandis que ses camarades la regardent avec peur, gardant leur distance. En arrivant à l'école, Rentaro est confronté à une scène déchirante. Un groupe d'enfants entoure Enju, lançant des insultes et l'appelant monstre. Ils exigent qu'elle parte et ne revienne jamais. Enju, visiblement bouleversée, essaye de se défendre en disant qu'elle est humaine et qu'elle ne ferait jamais de mal à ses camarades. De loin, Marie observe la scène mais ne peut plus supporter et détourne le regard. Incapable d'intervenir, Rentaro s'approche d'Injo et suggère qu'il devrait peut-être la transférer dans une autre école, mais elle, les larmes aux yeux, refuse. Malgré tout, Injo se souvient des amis qu'elle s'est faits et ne veut pas les abandonner. Cependant, Rentaro, regardant les enfants terrifiés, lui assure que ses amis ne sont plus ses amis. À ce moment-là, le bruit d'un hélicoptère interrompt la conversation. Rentaro, avec un air sombre, dit à Anjo qu'ils doivent partir. L'appel de Kisar arrive juste après, l'informant qu'ils ont localisé le Gastria original et qu'ils doivent être les premiers sur les lieux. Dans son ton habituel, Kisara mentionne également qu'elle a dépensé tout l'argent des frais de scolarité de Rentaro pour garantir sa participation à l'opération, le laissant à la fois surpris et résigné. Dans l'hélicoptère, alors qu'ils veulent vers leur destination, Rentaro remarque quelque chose d'étrange se déplacer dans l'air. Soudain, Anju ouvre la porte de l'hélicoptère et avant que Rentaro puisse l'arrêter, elle saute vers l'ennemi. Inju atterrit avec un coup direct sur le Gastria, provoquant un cri du monstre alors qu'il s'écrase au sol. Rentaro ordonne au pilote de descendre pour qu'il puisse suivre Inju. Alors qu'ils descendent, Rentaro saute en utilisant une corde mais perd le contrôle, s'écrasant dans les branches des arbres et atterrissant avec une légère blessure. Sans perdre de temps, il se dirige vers l'endroit où Anjo se bat férocement contre le Gastria. Dans un mouvement rapide, Koina poignarde Rentaro dans le dos, lui infligeant une grave blessure. Affaibli, Rentaro recule vers le bord d'une falaise avec un sourire sadique. Kagatan lui demande s'il a des derniers mots, mais Rentaro, avec le peu de force qu'il lui reste, lui dit simplement d'aller au diable. Kagatan tire et Rentaro tombe dans l'abîme, perdant connaissance. Plus tard, Rentaro se réveille dans un hôpital avec Kisara à ses côtés. Elle explique que Kagatan prévoit d'invoquer une scène Végustria en utilisant l'héritage des 7 étoiles.
Bien que Kisara essaye de convaincre Rentaro qu'il ne peut pas gagner cette bataille, il décide de se battre quand même. Après avoir dit au revoir à Kisara et Anju, Rentaro se dirige vers le laboratoire de Sumire pour rassembler des fournitures. Sumire remet à Rentaro un sac de médicaments expérimentaux en l'avertissant qu'ils sont un dernier recours. Avec détermination, Rentaro se prépare pour la bataille finale contre Kagatan et Koina. Aux côtés d'Anju, il se lance dans une mission pour stopper la catastrophe imminente, espérant protéger l'humanité une fois de plus. Avec tout près, Saitenshi se tient devant une carte du territoire inexploré, une vaste étendue frappée par des dangers et des Gastria. Avec le plan établi, Rentaro, Anju et d'autres promoteurs et initiateurs se lancent dans une mission cruciale. Ils montent à bord d'un vol qui les mènera à la recherche de Kagatan, leur ennemi mortel, dont l'emplacement a enfin été localisé. L'atmosphère dans l'hélicoptère est tendue. Le danger qui les attend au sol est imminent. Après un vol qui semble éternel, ils arrivent à l'endroit désigné. Le paysage est sombre. Désolés par les invasions de Gastria, Rentaro et Anju avancent prudemment, surveillant chaque pas alors qu'ils traversent le terrain périlleux. Au loin, ils parviennent à apercevoir un Gastria, mais avant d'être détectés, ils quittent le chemin et évitent la confrontation. Leur travail d'équipe et leur synchronisation les maintiennent en sécurité pour l'instant. Le soulagement est de courte durée lorsqu'une explosion secoue l'heure, attirant l'attention d'une Gastrie de stade 4 avec sa taille colossale et sa vitesse. Le monstre commence à les poursuivre, menaçant de les annihiler. Onyu, avec son incroyable agilité, attrape Rentaro et court à une vitesse impressionnante, réussissant à échapper au monstre. Chaque seconde compte alors qu'ils traversent un terrain difficile et dangereux. Après avoir atteint un endroit sûr et pris un moment pour reprendre leur souffle, Onyu et Rentaro poursuivent leur chemin jusqu'à ce qu'ils tombent sur une vieille maison apparemment abandonnée au milieu d'un territoire hostile. Une faible lumière filtre à travers les fenêtres, les alertant de la présence de quelqu'un à l'intérieur. Ils décident d'enquêter prudemment. Rentaro, avec son arme prête, ouvre lentement la porte, tandis qu'Onyu, plus agile et préparé à un combat surprise, glisse par la fenêtre, prête à neutraliser toute menace. Juste au moment où Onyu s'apprête à attaquer la silhouette ombragée, Rentaro l'arrête à la dernière seconde. La personne à l'intérieur n'est pas une menace, mais Kaio, l'initiatrice de Senju et Shogen. Il réalise rapidement que Kaio est blessée. Une profonde plaie à sa main attire l'attention de Rentaro, qui s'empresse de s'en occuper, montrant son côté compatissant au milieu du chaos. Pendant que Rentaro s'occupe de Kaio, Onyu garde un œil à l'extérieur, s'assurant qu'il n'y a pas de surprise désagréable. À l'intérieur de la maison, Rentaro et Kaio ont une conversation où la fille révèle des détails sur sa vie d'initiatrice, les luttes qu'elle affronte constamment et ce que cela signifie pour elle de se battre aux côtés de Shojin. Malgré les difficultés, Kaio montre une résilience et une détermination qui résonnent avec Rentaro. Cet échange, bien que bref, permet à Rentaro de mieux comprendre le fardeau émotionnel et physique que les enfants maudits endurent jour après jour. La conversation est brusquement interrompue lorsque Shojin, le partenaire de Kaio, appelle Onyu, l'informant qu'ils ont localisé Kagaten. L'équipe se prépare pour la confrontation finale. Rentaro, Anju et Kaio quittent rapidement la maison et se dirigent vers l'endroit où se trouve Kagatan. En chemin, Kaio parle à Rentaro d'une structure intrigante, l'escalier vers le ciel. Une construction mythique qui, dit-on, pourrait changer le cours de l'humanité si quelqu'un parvenait à la contrôler. Finalement, le trio arrive dans un port abandonné. Le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers est la seule chose que l'on entend dans cet endroit désolé. Depuis le rivage, ils regardent vers l'emplacement supposé de Kagatan, sachant que la bataille finale est proche. La tension dans l'air est palpable, alors qu'ils se préparent à affronter leur ennemi le plus redouté. Rentaro et Anju localisent Kagatan, Haruko et son initiateur Koina, tandis que Kaio se porte volontaire pour rester en arrière afin d'empêcher les Gastria d'interrompre la bataille imminente avec l'homme masqué. La confrontation commence rapidement, avec Rentaro et Anju faisant face au pouvoir redoutable de Kagatan. Après un combat acharné, le duo arrive dans un village voisin, où il découvre un bras tranché dévastateur et le corps de Shaojin gisant mort, empalé par sa propre Buster Sword. Sur un bâtiment voisin, Kagatan et Koina apparaissent prêts à régler leur compte avec Rentaro. La situation devient de plus en plus tendue. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, Saitenshi discute des chances de succès de Rentaro et Anju avec Kisara. Avec confiance, Kisara affirme qu'ils obtiendront la victoire totale. Lorsque des doutes surgissent, Kisara révèle le passé douloureux de Rentaro, où il a perdu son bras droit, sa jambe droite et son œil gauche à cause d'une attaque de Gastria il y a 10 ans. C'est la chirurgienne Sumire Miroto qui l'a sauvé, reconstruisant son corps avec des prothèses en véranium. De retour dans le village, Kagatan confronte Rentaro, menaçant de l'empêcher de récupérer l'héritage des 7 étoiles. Rentaro, se remémorant les humiliations passées, jure de le détruire. Pendant le combat, il brise l'arme de Kagatan et le laisse momentanément étourdi. Cependant, la bataille prend un nouveau tournant lorsque les prothèses de Rentaro commencent à se détériorer, révélant que, comme Kagatan, il fait également partie du plan de création de la nouvelle humanité. Malgré la douleur, Kagatan sourit, se délectant de la sensation d'être en vie. Koina, pleine de rage, attaque Rentaro, mais lui et Anju parviennent à bloquer son assaut. La bataille s'intensifie alors que Kagatan explique que combattre les Gastria donne un sens à sa vie et que la guerre est le seul moyen pour des gens comme lui, Rentaro, Koina et Anju, de trouver un sens à leur existence. Une fois de plus, il offre à Rentaro la chance de rejoindre sa cause,
mais Rentaro refuse. Juen attaque Kagatan, mais ses efforts sont vains. Il bloque son coup et contre-attaque avec ses puissantes armes Veranium. Rentaro intervient, protégeant Ponju des balles, mais cela donne à Kagatan l'occasion de percer son abdomen, le laissant gravement blessé. Désespéré de survivre et de ne pas abandonner Anju, Rentaro s'injecte plusieurs doses de médicaments expérimentaux AGV, lui permettant de régénérer ses blessures. Dans un accès de rage, Rentaro bat brutalement Kagatan d'un seul coup. La bataille se termine, mais la menace n'a pas disparu. Rentaro reçoit un appel de Kisara, l'informant qu'un Gestria de niveau V a commencé à semer le chaos. Le seul moyen de l'arrêter est d'utiliser l'escalier vers le ciel, un dispositif capable de générer une explosion de Veranium à haute puissance. Sans perdre de temps, Rentaro et Anju se dirigent vers le site et activent le dispositif. Cependant, à leur arrivée, ils découvrent qu'il n'y a pas de balles de Veranium chargées. N'ayant pas d'autre choix, Rentaro prend une décision désespérée. Quelle décision? Il arrache son propre bras en Veranium et l'utilise comme munition. Incapable d'activer le canon à distance, il est contraint de tirer manuellement. Malgré le risque, il réussit et Scorpio, le monstrueux Gestria, est détruit. Après la bataille, Rentaro couvre l'épuisé Anju avec sa veste et part à la recherche de Kaio. Lorsqu'il la trouve gravement blessée, entourée des corps des Gestria qu'elle avait vaincus, Kaio demande si Shujin est en sécurité. Rentaro, incapable de lui dire la vérité, ment, lui disant qu'il est en sécurité. Il regarde le corps de Kaio commencer à montrer des signes de transformation en Gestria. Consciente que son taux de corrosion a dépassé 50%, Kaio demande en larmes à Rentaro de mettre fin à sa vie tant qu'elle est encore humaine. Reconnaissante d'être vue comme telle, Kaio lui demande de suivre son cœur s'il perd un jour son chemin dans l'obscurité. Ému, Rentaro l'appelle son ami irremplaçable, avant de réaliser son dernier souhait. Plus tard, Rentaro confronte Kikonagi Otendo, l'accusant d'avoir engagé Kagatan. Rentaro soupçonne que Kikonagio a planifié d'invoquer Scorpio pour détruire Tokyo et empêcher la mise en œuvre de la nouvelle loi Gastria. Kikonagio lui rappelle la douleur et la souffrance que les Gastria ont infligées à l'humanité et lui demande comment il peut s'attendre à lui accorder les mêmes droits qu'à ceux capables de les contrôler. Bien qu'il soit rempli de rage, Rentaro décide d'épargner sa vie par gratitude pour lui avoir sauvé la sienne des années auparavant. Enfin, Rentaro rend visite à Seitenshi, qui refuse de lui donner des détails sur le véritable but de l'héritage des 7 étoiles, ou sur la nature des Gastria. Alors que Rentaro réfléchit à cela, il rencontre Enju dans un parc, méditant sur les paroles de Seitenshi concernant la nouvelle loi Gastria et l'ascension dans les rangs. Rentaro comprend que s'il continue d'avancer, il trouvera les réponses qu'il cherche. Cependant, dans le laboratoire de Sumire, un ordinateur réveille que le taux de corrosion d'Enju a atteint 42,1%, dangereusement proche d'un effondrement total dans le dojo d'Enjo Ibara. La tension dans l'air est palpable. Alors que Rentaro Satomi observe Kisara Tendo, qui s'entraîne avec son épée et Snow Shadow, la précision et la rapidité avec lesquelles Kisara manie sa lame sont fascinantes. En quelques secondes, elle détruit sa cible, laissant Rentaro en admiration. La technique de Kisara n'est pas simplement une démonstration de compétence, c'est une démonstration de sa puissance létale. La Snow Shadow n'est pas une épée ordinaire, elle est spécifiquement conçue pour tuer, et son utilisateur la manie avec une maîtrise qui ne vient que d'années d'entraînement discipliné. Alors que Rentaro admire silencieusement la rapidité avec laquelle Kisara frappe, il réalise que sa partenaire de combat n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Soudain, Enjo Ibara interrompt ses pensées. La jeune fille, débordante d'énergie, lui demande combien de temps il va encore la faire attendre. Il est temps de commencer la séance d'entraînement d'Enju. Cette séance consiste à éviter des balles en caoutchouc, un exercice conçu pour améliorer son agilité. Avec une grâce impressionnante, elle évite chaque balle que Rentaro tire, montrant à quel point ses réflexes se sont développés. Après avoir réussi à esquiver plusieurs balles, Enju lance un coup de pied haut vers Rentaro. Cependant, au lieu de félicitations pour sa compétence, elle reçoit un commentaire embarrassant. Rentaro conseille à Enju d'éviter de donner des coups de pied haut en portant une jupe, laissant la jeune fille flatter. Rougissante, Enju répond timidement, laissant entendre que Rentaro a en fait aimé ce qu'il a vu. Plus tard, alors qu'ils marchent ensemble, Rentaro et Kisara discutent d'Enju et de son avenir. Kisara, toujours pragmatique, demande à Rentaro quand ils vont inscrire Enju dans une nouvelle école, car son ancienne a refusé de l'accepter en raison des préjugés contre les enfants maudits. Cependant, Rentaro n'a pas encore trouvé d'école convenable, car il ne veut pas exposer Enju à la discrimination de la société. Kisara suggère qu'il pourrait l'inscrire dans une école dans le quartier extérieur, un endroit avec moins de restrictions. Rentaro reste hésitant, conscient des conditions de vie difficiles dans le quartier extérieur et de la façon dont cela pourrait affecter Enju. La conversation les amène à réfléchir à l'avenir de la jeune fille, Kisara couche à Rentaro à considérer ce qui est le mieux pour son bien-être. Alors qu'ils débattent de la question, Kisara mentionne une nouvelle offre d'emploi qui a été présentée à Rentaro, devenir garde du corps de Seitenshi, la gouverneuse de la région de Tokyo. Rentaro est surpris d'apprendre que c'est Kisara qui a postulé pour le poste en son nom, bien qu'il admette qu'il n'a pas encore décidé s'il allait l'accepter. Cependant, lorsque Rentaro se retrouve face à Seitenshi, elle exprime son désir qu'il prenne le poste et l'accompagne partout en tant que son garde du corps personnel. Rentaro, cependant, reste sceptique.
Malgré l'offre de Seitenshi, il hésite à accepter, soulignant qu'elle a déjà des gardes du corps bien entraînés. C'est à ce moment que Yasuaki Takeuto, le garde du corps en chef de Seitenshi et lieutenant, apparaît. Avec un air d'arrogance, Yasuaki tend sa main vers Rentaro, qui décide de ne pas prêter attention au geste. Bien que la situation semble calme, Rentaro n'a pas encore pris de décision concernant l'acceptation du poste. Alors que Rentaro se promène dans le grand manoir de Seitenshi, perdu dans ses pensées, il est soudainement confronté par Yasuaki et deux autres gardes avec leurs armes pointées vers lui. Yasuaki ordonne à Rentaro de décliner l'offre de Seitenshi et de quitter immédiatement le manoir. Yasuaki révèle que c'est Kikonagyo Otendu, le grand-père de Kisara, qui lui a confié la protection de Seitenshi, et il ne tolérera pas que quelqu'un comme Rentaro interfère dans son travail. Cependant, Rentaro refuse de se conformer. Son refus met Yasuaki en colère, qui ordonne aux gardes de le maîtriser et de lui briser les os. Ce qui suit est une brève mais intense confrontation, où Rentaro démontre sa capacité à se défendre, désarmant rapidement un des gardes et tirant une balle qui frôle Yasuaki. La situation s'intensifie rapidement, mais avant que Yasuaki puisse réagir, Rentaro est interrompu par un autre garde, le forçant à battre la retraite. Peu après cette altercation, Rentaro décide d'accepter le poste de gardé du corps de Seitenshi. En quittant le manoir, il rencontre trois hommes inattendus harcelant une jeune fille, lui criant dessus pour avoir renversé l'un de leurs compagnons avec son vélo. Rentaro, enragé par les hommes et une minimasse faux, intervient. Brandissant son badge de sécurité civile, il le menace et les force à reculer. La jeune fille Tina Sprout remercie Rentaro pour son aide. Émerveillée par la figure héroïque qu'elle vient de voir, elle le regarde avec admiration, confessant qu'elle n'a jamais rencontré de super-héros avant lui. Ensuite, Rentaro remarque que Tina semble désorientée et inquiète, et lorsqu'il lui demande, elle découvre qu'elle est loise. L'apprenant à un banc à côté, Rentaro s'assoit à ce côté et l'aide à se nettoyer, pendant qu'elle explique qu'elle est nocturne et qu'elle doit prendre des pilules de caféine pour rester éveillée durant le jour. Intrigué par la situation, Rentaro lui donne son numéro de téléphone au cas où elle aurait besoin d'aide. Tina, avec un sourire timide, compose immédiatement le numéro pour s'assurer qu'il est correct. Alors qu'ils se séparent, Rentaro ne peut s'empêcher de se sentir intrigué par la mystérieuse jeune fille. Cette même nuit, Tina reçoit un appel mystérieux au bout du fil. Une voix confirme qu'elle a réussi à infiltrer la zone de Tokyo. Tina, d'un ton froid et calculé, révèle que sa cible est Seitenshi et qu'elle éliminera le gouverneur dès que l'occasion se présentera. Tina, en réalité une assassin hautement entraînée, se prépare à exécuter sa mission. Après avoir récupéré ses armes dans une boîte de location, elle est arrêtée par une voiture de police et interrogée. Suivant les ordres de son supérieur, Tina élimine facilement les agents sans hésitation, laissant derrière elle une scène de chaos et de destruction qui attire l'attention de tous. Le lendemain, Rentaro et Seitenshi se rendent à une réunion avec le président Sadik. Lors de cette rencontre, Sadik révèle ses plans ambitieux pour construire l'escalier vers le ciel, une structure destinée à emmener l'humanité au-delà de la Terre. Cependant, ses véritables intentions sont enveloppées de mystère et de suspicion. Soudainement, changeant de sujet, Sojin commente avec confiance qu'une fois le projet Gastria entièrement achevé, les régions du Japon se réuniront. De plus, il laisse entendre son ambition en révélant qu'il se considère destiné à gouverner tout le pays. Ces mots résonnent avec un mélange d'arrogance et de détermination, rendant clair que ce n'est pas juste une simple discussion politique, mais une déclaration de pouvoir. La réunion se termine brusquement et en quelques minutes, Seitenshi, Enju et Rintaro se retrouvent dans une voiture en direction de la maison de Seitenshi. Pendant le trajet, Rentaro remarque que Seitenshi semble troublé. Conscient de son malaise, il essaie de la réconforter, lui rappelant même que Kikonagyo, quelqu'un qui a toujours été prudent, avait aussi une aversion pour Sojin. Ces mots offrent un léger soulagement à Seitenshi, mais le poids de la situation est indéniable. Seitenshi commente à quel point il est rafraîchissant d'être entouré de quelqu'un d'aussi sincère que Rentaro, quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Puis, en tendant une boisson à Rentaro, elle révèle qu'il est troublant que Sojin ait échangé du varanium avec d'autres pays en échange d'armes. Cela alarme Rentaro, car le varanium est un matériau d'une importance capitale dans la lutte contre le Gastria. De plus, Seitenshi explique que dans un avenir proche, des personnes du monde entier ne communiqueront pas seulement avec les régions du Japon, mais enverront également des hauts fonctionnaires avec des missions d'assassinat et de sabotage. Un instant, Seitenshi partage son profond désir d'apporter la paix dans la région de Tokyo, rendant claire son ambition. L'ambition est noble, bien que difficile à réaliser. Rentaro, d'un ton sérieux, ne peut que répondre par un avertissement. Tu es le genre d'idéaliste qui meurt toujours jeune. Bien que ses mots soient durs, il ne peut s'empêcher de ressentir de la sympathie pour Seitenshi. Il admire sa détermination, bien qu'il s'inquiète de ce qui pourrait lui arriver si elle continue à poursuivre ses idéaux avec une telle passion. À ce moment-là, Inju, qui avait dormi, se réveille. Avec son humour enfantin habituel, elle dit à Seitenshi que Rentaro ne s'intéresse qu'aux femmes avec de gros seins. Soudain, Enju, avec une expression sérieuse, dit à Rentaro qu'elle a un mauvais pressentiment. Ces mots mettent Rentaro en alerte. En regardant autour de lui par la fenêtre de la voiture, il remarque une lumière suspecte au loin. Ses instincts de combat se déclenchent immédiatement. Sans réfléchir, il attrape Seitenshi et Inju, les poussant au sol, alors qu'une balle vole dans les airs, frappant la voiture. La situation devient critique, avant qu'un troisième tir puisse atteindre sa cible.
Rentaro aide rapidement Seitenshi à se relever tout en gardant Inju en sécurité. Le tireur d'élite, caché quelque part, tire à nouveau. Mais Enju, avec son agilité surhumaine, intercepte la balle avec un coup précis, sauvant tout le monde immédiatement. Plusieurs agents de sécurité entourent Seitenshi, l'escortant en lieu sûr, tandis que Rentaro et Enju restent en arrière, vigilants et évaluant la situation. D'un bâtiment voisin, Tina Sprout contacte son maître. D'une voix froide, elle l'informe qu'elle a échoué dans sa mission d'éliminer Seitenshi. Cependant, elle lui assure qu'elle récupérera le navire, le Shenfield, et se retirera avant que quiconque ne la surprenne. Alors qu'elle contemple la vaste ville, son prochain mouvement est déjà en tête. Tina est assise sur un banc près d'une rivière, attendant tranquillement Rentaro tout en bâillant. Révélant sa nature nocturne, Rentaro arrive enfin, apportant avec lui un bento pour que Tina puisse en profiter. Reconnaissante, Tina accepte la nourriture avec un sourire chaleureux et commence à écouter Rentaro qui parle de son désir soudain de lui faire découvrir les lieux. Cependant, alors qu'il parle, Rentaro s'arrête, remarquant quelque chose de particulier. Tina noie son bento dans des pilules de caféine, ce qui éveille sa curiosité. Tina, d'un geste nonchalant, lui rappelle qu'elle est habituée à la vie nocturne, balayant toute préoccupation. Alors que Tina commence à manger, Rentaro ne peut s'empêcher de repenser à Tireur d'élite qui les avait attaqués la nuit précédente. Il avait passé une grande partie de la nuit à chercher des indices sur l'identité de l'agresseur, mais sans succès. Soudain, l'image de Tina qui laissait tomber sa nourriture avant qu'elle n'atteigne sa bouche le ramène à la réalité. Sans hésiter, il prend le bento de ses mains et commence à lui donner à manger lui-même. Tina, reconnaissante pour ce geste, demande plus, ce qui provoque un rire sincère de Rentaro. Rapidement, elle termine son repas et Rentaro, dans un geste tendre, lui essuie la bouche, montrant son attention et son soin. Satisfaite, Tina remercie Rentaro pour la nourriture, admettant que cela a été une journée amusante pour elle. Rentaro, de son côté, répond que la journée précédente était gênante à cause des événements récents, mais qu'il apprécie également le moment présent. Sans avertissement, Tina avoue qu'elle aime Rentaro car il est le seul qui l'ait traité avec une vraie Gilsance. Juste au moment où Rentaro s'apprête à répondre, le téléphone de Tina sonne. Elle s'excuse et se retire rapidement dans la ruelle le plus proche pour prendre l'appel. À l'autre bout, son maître lui confie une nouvelle mission, éliminer la présidente de la Tendo Civil Security Corporation, Kisara Tendo. Sans hésitation, Tina accepte la mission avec détermination. Pendant ce temps, Rentaro retourne au lycée Mike Nagata, où il rencontre une scène étrange. Deux filles quittent les lieux en rampant, voyant Kisara lourdement armée. Kisara, cachée derrière une porte, dit à Rentaro qu'ils doivent entrer et éliminer Miori, mais Rentaro insiste sur le fait que la force n'est pas nécessaire, seulement pour être interrompu sur ce que Miori prend sa main. Une fois à l'intérieur, ils commencent à discuter du tireur d'élite et du type d'arme utilisée, mais Miori admet qu'elle n'avait pas pu identifier le tireur. Rentaro change de sujet et demande à Miori d'enquêter sur Sujun. Leur conversation se termine rapidement, Miori flirtant sans vergogne et suggérant à Rentaro de lui rendre l'appareil en montrant son véritable pouvoir. Rentaro, mal à l'aise, recule et refuse de jouer le jeu. À ce moment-là, Kisara fait éruption, furieuse, surprenante à la fois Rentaro et Miori. Après un échange tendu, Miori s'en va, mais pas avant de laisser entendre que Rentaro pourrait quitter la compagnie de Kisara pour rejoindre la sienne, ce qui fait exploser Kisara de rage. Rentaro se dirige vers le laboratoire de Sumire, où, avec Inju, elle ne peut s'empêcher de rire en entendant ce qui s'est passé dans le bureau de Miori. Après quelques échanges taquins, Sumire devient sérieuse et félicite Rentaro d'avoir vaincu Kagatan et d'avoir atteint un rang IP de 1000. Cela signifie qu'il peut maintenant révéler des informations cruciales sur les 3 sages restants. Sumire explique que les sages sont responsables de la création des soldats mécaniques et que ceux ayant des rangs IP plus bas sont ceux modifiés avec des corps de bombes mécaniques. Après cette révélation, Rentaro s'en va, mais Sumire demande à Inju de rester un peu plus longtemps. Pendant ce temps, dans les rues de Tokyo, Tina est à nouveau en conversation avec son maître qui fournit des informations supplémentaires sur Kisara. Le maître mentionne également Inju, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit sur le promoteur, quelqu'un attaque Tina de manière inattendue, interrompant leur conversation. Tina arrive à la Tendo Civil Security Corporation, où elle trouve Kisara se plaignant de Rentaro. En levant les yeux, Kisara réalise que Tina est armée. Agissant rapidement, elle se cache derrière son bureau juste au moment où l'attaque commence. Avec agilité, Kisara saisit son épée, l'ombre de neige, et détruit l'arme de Tina. Mais Tina reste imperturbable. Tina contre-attaque, poussant Kisara dans un coin. Kisara, au milieu de l'angoisse, crie désespérément à l'aide de Rentaro. Pendant ce temps, les mains de Tina commencent à trembler, hésitant dans l'attaque. À ce moment-là, Rentaro fait éruption dans la pièce et, d'un coup de pied, écarte Tina. Les deux se battent brièvement, mais Rentaro s'arrête en reconnaissant son adversaire. Finalement, Rentaro demande à Kisara de couper le sol, et alors qu'elle le fait, Tina s'échappe, laissant Kisara gravement blessée et emmenée à l'hôpital en raison de ses problèmes rénaux. Une fois à l'hôpital, Rentaro et Kisara ont une conversation sérieuse sur les problèmes rénaux de Kisara. Elle lui rappelle que sa maladie la pousse à rechercher la destruction du Tendo. Les trois partent ensemble, et Kisara informe Rentaro qu'elle lui assignera la mission de protéger la région de Tokyo. Sans perdre de temps, Rentaro se précipite aux côtés de Seitenshi, l'accompagnant à sa prochaine réunion. Pendant le trajet, Rentaro partage ses pensées avec Seitenshi, lui assurant qu'il le protégera même s'il n'est pas d'accord avec certaines de ses méthodes.
À leur arrivée à destination, Takuto confronte Rentaro, le réprimandant de permettre à Seitenshi de voyager dans un véhicule sans sécurité adéquate. Cependant, leur dispute est interrompue lorsque le tireur d'élite réapparaît, visant directement Seitenshi. Agissant rapidement, Rentaro la ramène en courant vers la voiture et crie au chauffeur d'accélérer. Alors qu'il s'enfuit, le tireur d'élite tire à nouveau, mais à la dernière seconde, Rentaro ordonne au conducteur d'entrer dans un garage voisin pour plus de sécurité. Une fois à l'intérieur, Anju dit à Rentaro qu'un va s'attaquer au tireur et il lui donne la permission. Cependant, Seitenshi avertit Rentaro qu'Anju ne pourra pas vaincre son adversaire, car Tina est une initiatrice de haut niveau et une initiatrice avec un rang IP de Magie 97. Alarmé, Rentaro essaie de contacter Anju, mais il ne reçoit que le silence. Ailleurs, Tina tient le téléphone d'Anju, et bien qu'elle le mette à son oreille, elle ne parvient pas à parler à Rentaro. La scène se termine avec le téléphone de Rentaro tombant au sol, taché de sang. Anju, la compagne inséparable de Rentaro, est allongée dans un lit d'hôpital. Elle est connectée à divers appareils médicaux, avec un type de harnais sur la tête qui maintient le respirateur en place. Bien qu'elle ne montre aucune blessure visible significative, l'impact de plusieurs balles de calibre .50 aurait été fatal pour n'importe quelle personne normale. Mais Anju, grâce à ses capacités régénératrices, a survécu. Malgré cela, Rentaro ressent le poids de la situation. Il n'est pas sûr de pouvoir continuer, surtout avec la troisième rencontre entre Seitenshi et Sedake qui approche. Rentaro se souvient d'une clé de la réunion avec l'inspecteur. Pendant celle-ci, ils ont discuté de la façon dont Anju avait été tiré dessus depuis 4 endroits différents en même temps. Tina, une initiatrice de haut niveau, était responsable de l'attaque. Cependant, malgré sa prouesse, elle n'a tué ni Anju ni un policier. Cela amène Rentaro à se demander si Tina évite délibérément de tuer des gens. Mais même avec ce doute, Tina reste une menace. Rentaro doit décider de continuer ou d'abandonner. Alors que Rentaro traite tout cela, un garde méprisable apparaît dans sa voiture officielle. Il se moque cruellement de l'état d'Anju. Alité à l'hôpital, Takuto le menace, exigeant qu'il organise un faux plan de protection. En retour, il s'occupera du reste, laissant entendre qu'il a son propre agenda. Lors d'une réunion ultérieure, avec un médecin, quelque chose de curieux est révélé. Le drone Shenfield, une machine contrôlée par la puissance mentale, sera crucial dans la prochaine mission de Rentaro. Bien que Rentaro fasse face à des chances écrasantes, il est déterminé à vaincre Tina. Il sait que ceux qui atteignent les plus hauts niveaux de pouvoir le font en vendant leur âme. Mais son désir de se battre reste sa pénitence, sa façon de corriger les torts du monde. Rentaro cherche l'aide de Muri, et elle prépare une bataille simulée dans un environnement holographique contre des tireurs d'élite. Malgré son œil artificiel en vanirium qui accélère sa perception du temps et lui permet de traiter tout plus rapidement, Tina et Anju surpassent Rentaro. Cette simulation le laisse frustré, mais plus déterminé à affronter ce qui l'attend. Pendant ce temps, Tina a une conversation avec sa promotrice, Ayn Rand. Elle se trouve à un carrefour. Elle a échoué à éliminer ses cibles. Frustrée, elle détruit son appartement et se prépare à une nouvelle tentative. Elle sait que la prochaine attaque pourrait être décisive. Le moment du duel arrive. Tina, démontrant son habileté, réussit à tirer plusieurs coups tandis que Rentaro détruit ses drones un par un. Muri le soutient avec une surveillance aérienne, fournissant des informations cruciales. Elle l'informe que Tina n'est pas dans le même bâtiment que lui, mais dans celui adjacent. Avec cette information, Rentaro s'approche, réussissant à se mettre à portée pour un combat rapproché. Ils se battent avec des couteaux, dans une féroce bataille de compétences et de dextérité. À un moment critique, Tina révèle un 4e drone, une carte cachée dans sa manche que Rentaro ne s'attendait pas à voir. Cependant, il réagit rapidement, lançant une grenade assourdissante juste au moment où Tina s'apprête à détruire le drone. Bien qu'il semble que la grenade ait échoué, elle explose miraculeusement à la dernière seconde, éblouissant Tina et donnant à Rentaro l'avantage nécessaire pour la vaincre. Tina, blessée et battue, demande à Rentaro de la tuer. Elle révèle que son corps est un mélange de technologies avancées, faisant d'elle un enfant maudit avec des améliorations mécaniques. Malgré la demande de Tina, Rentaro refuse de mettre fin à sa vie. Il reconnaît que bien que Tina ait été son ennemi, elle a sauvé Anju, et pour cela, il veut lui donner une seconde chance. Rentaro porte son ennemi vaincu, déterminé à plaider pour une peine clémente pour elle. Alors que Rentaro et Tina tentent de quitter la zone, le garde Takuto réapparaît. Il tire sur Tina dans le ventre pendant que ses hommes de main retiennent Rentaro, se délectant de leur souffrance au milieu. Au milieu du désespoir, juste au moment où le garde s'apprête à tirer à nouveau, Seitenshi arrive avec ses propres gardes. Elle a quitté la réunion plus tôt que prévu et met fin à l'assaut. Seitenshi, impressionné par le courage de Rentaro, lui offre une récompense. Elle lui demande ce qu'il souhaite en remerciement d'avoir sauvé sa vie et il répond clairement qu'il veut le pouvoir de protéger ceux qui lui sont chers. Utilisant son autorité en tant que responsable de la région de Tokyo, Seitenshi promeut Rentaro au rang 300, le faisant supérieur au garde traître. Rentaro ne manque pas l'occasion. Il lui tire dans le doigt, lui avertissant de rester éloigné de Tina où il le tuera pour trahison. Une semaine plus tard, Rentaro n'a pas réussi à trouver de lien entre Sedake et Rand, mais Tina a été détenue au palais des Seitenshi pour interrogatoire. Malgré cela, Kisara, la partenaire de Rentaro à l'agence de sécurité civile Tendu, surprend tout le monde en engageant Tina. N'ayant nulle part où aller, Tina rejoint l'équipe. Bien que Rentaro soit perplexe face à la rapidité avec laquelle Kisara et Anju sont prêts à pardonner à quelqu'un qui a failli les tuer, il accepte ce nouveau développement inattendu.
Dans une scène choquante, un soldat fait face à un énorme Gastria tout en essayant de défendre l'un des monolithes qui protègent Tokyo. Bien qu'ils se battent vaillamment, ses efforts sont vains. Le Gastria détruit sa garnison et le soldat rencontre bientôt le même sort. Pendant ce temps, en périphérie de Tokyo, Rentaro et Kisara ont construit une petite école en plein air pour les enfants maudits, ceux ayant des pouvoirs spéciaux en raison de leur affection par le virus Gastria. Soudain, les élèves commencent à poser des questions gênantes sur le fait de savoir si Rentaro et Kisara forment un couple, le tout orchestré par Anju qui ne manque jamais une occasion d'embarrasser son partenaire de combat. Mais leur moment de jeu est interrompu lorsque Sei Tenshi, le leader de la région de Tokyo, apparaît à l'école. La raison ? Pour informer Rentaro et Kisara d'un grave problème. L'un des monolithes, le monolithe 32, a été détruit. Le danger est imminent. Un Gastria de niveau 4 connu sous le nom d'Aldébaran a pulvérisé le monolithe 32 avec un fluide corrosif qui le fera s'effondrer dans 6 jours. La construction d'un nouveau monolithe prendra 9 jours, laissant la ville exposée pendant 3 jours critiques. Bien que Sei Tenshi essaye de garder l'information secrète, l'effondrement du monolithe sera inévitable et provoquera une panique de masse. En dehors de la ville, 2000 Gastria se rassemblent déjà sous le commandement d'Aldébaran, prêts à l'attaquer. Le destin de Tokyo repose entre les mains de Rentaro. Sei Tenshi lui demande de former une équipe auxiliaire, une unité spéciale dans laquelle l'agence de sécurité civile travaillera aux côtés des forces d'autodéfense du Japon pour contrer la menace Gastria. Cette équipe devra tenir le front pendant la construction du nouveau monolithe et Rentaro accepte la mission, bien qu'il ait du mal à croire qu'ils n'ont que 3 jours avant que la ville ne soit détruite. En rentrant chez lui, Rentaro est accueilli par une scène particulière. Einju et Tina le saluent avec un couteau à la main. Il s'avère que Tina, maintenant vivant avec eux, a été recrutée par Einju pour se déguiser en l'une de ses filles magiques de son émission préférée Tenchu Girls. Tina, bien qu'apparemment une incroyable chef de pizza, ne sait pas faire grand-chose d'autre, ajoutant une touche humoristique à leur vie commune. Plus tard dans la nuit, Rentaro et Tina ont une conversation profonde. Elle révèle à quel point elle est reconnaissante d'avoir été sauvée de sa vie précédente avec le professeur Rand. Elle se considère maintenant comme une otaku grâce à Einju et voit Rentaro comme un grand frère. Au cours de la conversation, Tina apprend la destruction du monolithe 32 et sans hésiter décide de rejoindre Rentaro dans le combat. Elle n'est plus l'initiatrice de niveau 98 qu'elle était autrefois. Maintenant, Tina a pris le contrôle de sa propre vie. Rentaro parle à Tina des véritables motifs derrière la création de sa société de sécurité civile. Tous deux, lui et Kisara, sont animés par un désir de vengeance contre les Gastria. De plus, Anju a été trahie tant de fois par des humains qu'elle est devenue froide et indifférente à leur égard. Cependant, au cours de l'année écoulée, Rentaro, Anju et enfin Kisara ont changé. Maintenant, ils sont plus déterminés que jamais à protéger les gens. Le lendemain, Rentaro et Tina se lancent dans une mission de recrutement. Ils décident de rendre visite à d'autres membres de l'agence de sécurité civile pour former l'équipe dont ils ont besoin pour protéger Tokyo. En chemin, ils rencontrent un enfant maudit qui s'est défiguré en versant du plomb fondu dans ses yeux après avoir été abandonné par sa mère. C'est une scène déchirante qui rappelle à Rentaro à quel point le monde peut être cruel envers ses enfants. En arrière-plan, des manifestants défilent contre la nouvelle bande de Sei Tenshi, une loi qui a été rejetée après l'assassinat de l'un de ses principaux soutiens. Leur petite promenade se termine lorsqu'ils arrivent chez les frères et sœurs Katagiri, Tamaki et Yuzuki, un duo de l'agence de sécurité civile. Tamaki, le leader du duo, refuse d'abord de rejoindre l'équipe de Rentaro, arguant qu'il ne prend pas d'ordre de quelqu'un de plus faible que lui. Mais Rentaro n'est pas du genre à abandonner facilement. Dans une salle de sport, Rentaro affronte Tamaki dans un duel. Tamaki manie des gants de frappe équipés d'une tronçonneuse en iranium, tandis que Rentaro met à l'épreuve sa nouvelle force. Malgré les compétences de Tamaki, Rentaro parvient à porter un coup solide. Pendant ce temps, Tina joue avec Yuzuki, la piégeant dans sa propre toile, montrant clairement que malgré sa nouvelle vie, elle reste une combattante redoutable. À la fin du duel, les frères et sœurs Katagiri réalisent à quel point Rentaro a changé depuis leur dernière rencontre. Avec cela, ils acceptent enfin de rejoindre l'équipe auxiliaire de Rentaro, aidant à défendre Tokyo contre l'imminente invasion de Gastria. Après le bref et quelque peu chaotique duel entre Rentaro, Tina et les frères et sœurs Katagiri, Rentaro décide d'emmener Tina rencontrer Sumire Miroto. En chemin, Tina mentionne avoir entendu des rumeurs sur Sumire, la décrivant comme incroyablement intelligente mais quelque peu particulière. À leur arrivée, ils entrent dans le laboratoire sombre et mystérieux de Sumire, où Rentaro l'appelle à haute voix depuis l'ombre. Sumire émerge lentement, son regard fixé sur Tina, qui inspecte des bocaux contenant des restes de Gastria. Soudain, Sumire s'approche trop près, s'appuie sur Tina et gémit sans avertir, ce qui fait crier Kina de peur. Cette entrée était bien trop bizarre à mon goût. Apparemment épuisée, Sumire révèle qu'elle n'a pas mangé depuis un certain temps et que si elle avait été laissée seule un peu plus longtemps, elle serait probablement morte de faim. Avec la tension brisée, ils commencent à discuter de sujets plus sérieux. Sumire explique à Rentaro comment son rang a augmenté grâce à la défaite de Kagaten et Koina Haruko, et comment Kagaten, ce vilain imparable, était en réalité un soldat mécanique créé par le chef allemand du nouveau plan de création humaine. Pendant ce temps, Tina confesse qu'elle est toujours poursuivie par Enrand, quelque chose que Sumire avait deviné avec précision.
Se sentant coupable, Tina dit à Rentaro qu'elle apportera probablement des ennuis et qu'elle devrait partir avant de causer plus de chaos. Mais Rentaro et Sumire ne sont pas d'accord. Rentaro demande à Tina si elle veut vraiment partir ou si elle préfère rester avec lui. Enju et Kisara sont émus. Tina hoche la tête. Rentaro lui assure que sa présence ne sera un fardeau pour personne. Cette nuit-là, Tina se retire pour se reposer et Sumire fait remarquer à Rentaro que Tina est une bonne fille, mais qu'il ne devrait pas s'attacher trop, car les enfants maudits sont liés à l'orthodocorrosion et ne peuvent pas y échapper. Rentaro répond en disant que Tina et Enju sont humaines, bien que beaucoup de gens ne le croient toujours pas. Cependant, il est déterminé à changer cette perception. Après la discussion dans le laboratoire, Rentaro et son équipe s'installent dans un vaste champ aux côtés de nombreux autres groupes de combat, tous préparant la bataille imminente contre Aldébaran et son armée de Gastrea. Mais tout n'est pas tension militaire. Yuzuki se plaint sans cesse que la tente est trop petite et qu'elle ne veut pas dormir près de Rentaro, qu'elle qualifie de pervers. Pendant ce temps, Rentaro et Enju partent recruter plus de compagnons pour renforcer leur équipe auxiliaire. Le camp a une atmosphère festive et Enju déborde d'énergie, excitée par le nombre de personnes rassemblées. Soudain, elle pointe un homme lourdement armé et son initiateur. « Peuvent-ils se joindre à nous ?» demande-t-elle avec enthousiasme. Après les avoir regardés, Rentaro décide de ne pas le faire. L'homme est couvert de la tête aux pieds d'armure, ce qui pour Rentaro est un signe clair qu'il a trop peur de se blesser au combat. « Trouvons quelqu'un d'un peu moins armé ?» suggère-t-il avec un sourire. Un peu plus loin, Enju désigne un homme musclé. Mais avant que les choses ne dégénèrent, Rentaro l'entraîne en évitant un pilier. Un potentiel combat. Le soleil commence à se coucher et leur recherche de compagnons semble infructueuse. Ils décident de retourner à la tente, mais en chemin, ils tombent sur une scène troublante. L'homme armé et son initiateur gisent immobiles sur le sol, écrasés avec une fissure dans l'armure de l'homme. Rentaro dit rapidement à Enju de ne pas regarder, mais bien sûr elle le fait et reste choquée. De retour au camp, la communication est à nouveau rompue lorsqu'une foule se forme autour d'un combat. Deux pairs s'affrontent et Rentaro reconnaît l'un des combattants, Shuma Nagizawa, un ancien camarade. Shuma et son initiateur battent rapidement leurs adversaires et Rentaro s'approche pour le saluer. Après avoir discuté, il demande à Shuma de rejoindre son équipe et Shuma accepte immédiatement. Pendant le dîner, Shuma demande à Rentaro si 3 paires seront suffisantes pour affronter Aldébaran. Rentaro admet qu'il espérait recruter 5, le nombre maximum qu'il pourrait diriger efficacement. Tamaki suggère qu'ils ne sont qu'un peu en retard, mais à ce moment-là, Kisara arrive avec une révélation. Ils ont déjà sécurisé un autre membre. Kisara informe Rentaro qu'elle a convaincu Seitenshi de retirer Tina et Ayn Rand des dossiers et que toutes deux sont officiellement dans leur équipe. De plus, Tina et elle commenceront avec un rang de 9200, bien qu'elles soient confiantes qu'elles monteront rapidement bien plus haut. Rentaro, inquiet pour l'état de Kisara, l'écarte pour une conversation sérieuse. Il lui rappelle sa santé délicate, en particulier qu'elle doit attendre sa greffe de rein, et insiste sur le fait qu'elle pourrait facilement se blesser. Kisara, cependant, lui assure qu'elle a passé un examen médical avant de rejoindre et qu'elle est en parfaite condition. Bien que Rentaro reste inquiet, Kisara est catégorique qu'elle ne prendra pas non pour réponse. Rentaro finit par céder, mais elle avertit que si elle se blesse, il sera libre de la laisser derrière sur le champ de bataille. Malgré cela, Kisara sait que Rentaro ne l'abandonnerait jamais. De retour au feu de camp, l'équipe se présente à nouveau, prête à affronter tout ce qui vient. Anjou, toujours pleine d'énergie, suggère qu'il pousse un cri de guerre pour se motiver avant le grand combat. Avec une confiance renouvelée, l'équipe se joint à un cri de guerre, sachant qu'ensemble, ils affronteront tout ce qui est nécessaire pour protéger Tokyo. De retour à l'école, Rentaro et Kisara distribuent des feuilles aux enfants maudits, leur demandant ce qu'ils aimeraient devenir en grandissant. Les réponses varient, mais sans surprise, Anju et Tima déclarent sans hésitation qu'elles veulent épouser Rentaro. Au milieu de rires gênés et de regards amusés, Rentaro rassemble le reste des réponses et se prépare pour la prochaine activité de la journée, une sortie scolaire. Les filles, excitées, le suivent jusqu'au monument des Flammes de la Révolution, commémorant la seconde des grandes guerres menées contre les Gastria. Pendant que Rentaro leur parle de la signification du monument et les rassure qu'il les protégera toujours, quelque chose d'inattendu se produit. Toutes les filles commencent à déclarer leur amour pour lui. Certaines d'entre elles ont déjà des projets de mariage avec lui, ce qui suscite immédiatement le mécontentement d'Anju et de Tina qui échangent des regards de pure colère. La situation prend bientôt une tournure comique, mais elle reste gênante pour Rentaro, qui ne sait presque pas comment gérer le harem soudain qui s'est formé autour de lui. De retour au camp, alors que tout le monde dort, Rentaro est plongé dans ses pensées, inquiet de leur capacité militaire à résister à la puissance écrasante d'Aldébaran. Pendant ce temps, Kisara l'invite à une promenade nocturne, et ensemble, ils se dirigent pour enquêter sur le monolithe 32, la structure clé qui est devenue le centre de leurs préoccupations. Kisara explique que les monolithes sont construits en soulevant des blocs à une hauteur de 100 mètres. Mais Rentaro ne comprend pas pourquoi Aldébaran semble obsédé par ce monolithe en particulier. Soupçonnant quelque chose de plus sombre, il demande à Kisara d'explorer plus en profondeur. Assis sous le ciel étoilé, Kisara et Rentaro partagent un moment de tranquillité. Elle avoue que malgré les difficultés, elle se sent heureuse d'avoir Anju, Tina et lui dans sa vie, bien qu'elle s'inquiète aussi que tout cela puisse prendre fin un jour. Rentaro, essayant de calmer ses craintes, la rassure en disant qu'ils ne partiront pas.
Alors qu'ils se tiennent la main, ayant l'impression que le temps s'arrête un bref instant, l'horloge sonne minuit, selon leurs promesses sous les étoiles. Le lendemain, Rentaro marche dans les rues désertes de Tokyo, abandonnées par ceux qui ont été évacués vers des abris. L'atmosphère est tendue, avec des signes de trouble et des affiches dénonçant le gouvernement de Seitenshi. En continuant, il tombe sur une fille aveugle maudite entourée d'une foule en colère. Sans hésiter, Rentaro disperse les attaquants et dit à la fille de rentrer chez elle et d'éviter de se mettre en danger à nouveau. De retour au camp, Rentaro retrouve Kisara, Anju et Tina qui viennent de revenir d'un incident à la colle. Lorsque l'on a annoncé que Kisara serait la seule à donner les cours, elle a été accueillie par des huées provoquant des rires nerveux parmi le groupe. Cependant, l'ambiance s'assombrit lorsque Tamaki, ignorant les sentiments entre Kisara et Rentaro, remet à Kisara les informations qu'elle avait demandées sur le monolithe 32. Kisara lit les documents et son expression passe rapidement à la fureur. Dans un accès de colère, elle jette la recherche dans le feu, mais Rentaro la récupère avant qu'elle ne soit complètement brûlée. Ce que les documents révèlent est choquant. Tendu Kazomitsu avait obtenu le contrat pour construire le monolithe 32 sans concurrence, menant inévitablement à la corruption et au pot de vin. Avec les tensions qui montent, Rentaro et Anju se dirigent vers l'école le lendemain sous l'avertissement de Tamaki de ne pas s'attacher trop à leurs élèves. En arrivant, Rentaro remarque quelque chose d'alarmant. L'école est bouclée. Un immense cratère marque l'endroit où se tenait le bâtiment. En enquêtant plus loin, Rentaro découvre avec horreur que le site a été bombardé. L'ampleur de l'explosion suggère qu'elle a été dévastatrice, et après avoir confirmé l'identité des corps au poste de police, Rentaro est anéanti. Se tait ses élèves. Malgré les tentatives de protéger Anju, les officiers ne parviennent pas à l'empêcher de voir les corps de ses camarades de classe. L'expression de douleur sur son visage est indescriptible. Émotionnellement épuisé, Rentaro grimpe sur le toit du poste de police où il parcourt les feuilles sur lesquelles les enfants maudits avaient détaillé ce qu'ils voulaient devenir en grandissant. La tristesse et la frustration le consument. Kisara l'appelle pour l'informer que Tina s'est calmée, mais Rentaro ne peut contenir sa fureur. Il exprime sa frustration, déclarant que protéger ceux qui ne le méritent pas est inutile et déplorant la douleur causée par la bombe qui avait été mélangée à des fragments de véranium pour maximiser la souffrance. Kisara essaye de le réconforter, suggérant que peut-être en sauvant Tokyo, une partie de la haine qui les entoure pourrait s'effacer. Mais Rentaro, de plus en plus désillusionné, déclare que le travail d'agent civil est ingrat. Soudain, le vent se lève et dans le loin, le monolithe 32 s'effondre. Un jour plus tôt que prévu, les autorités n'avaient pas tenu compte de la rapidité avec laquelle le vent pouvait changer, déstabilisant la structure et provoquant sa chute. Elle le sait. Malgré tout, malgré la douleur, ils ne peuvent pas s'arrêter maintenant. Rentaro et Anju avancent avec une détermination sombre, prêts à remplir leur rôle dans la bataille à venir. La bataille contre l'armée d'Aldébaran a commencé. Anju, avec une nervosité palpable, se demande s'ils ont une chance de gagner, à quoi Rentaro répond, de manière quelque peu ambiguë, qu'il n'est pas sûr. Soudain, les lumières du champ de bataille s'éteignent. L'équipe croit avoir gagné, mais la communication est brisée lorsqu'un char est projeté dans les airs comme un jouet, écrasant le moral du groupe. Immédiatement, une horde de Jestria charge le camp des officiers civils, et le commandant Hideko Goto commence à crier des ordres pour se préparer. Tina, avec sa vision perçante, détecte un groupe de Jestria volants qui lâchent des plus petits près de la forêt, un mouvement inaperçu par les autres. Réalisant la tentative de flanking, Rentaro décide de désobéir aux ordres et conduit son équipe dans la forêt pour les intercepter, même s'il sait qu'il enfreint les règles. Alors qu'il s'élance, Goto les aperçoit et crie pour qu'ils reviennent, mais il est déjà trop tard. Ils sont déjà engagés dans l'action. La bataille dans la forêt est un succès, et Rentaro est impressionné par la force et le courage de ses camarades. Cependant, leur victoire est éclipsée lorsque des lumières rouges clignotent dans le camp principal. En revenant, Rentaro et son assistant assistent à l'abattage impitoyable des officiers civils par les Gastria, tuant beaucoup d'entre eux sans hésitation. Rentaro trouve Hideko regardant l'horreur avec choc. D'un ton sombre, le commandant murmure qu'ils n'ont jamais eu de chance, mentionnant quelque chose à propos d'une lance de lumière. Lumière. Soudain, le sol sous Hideko s'effondre, et un Gastria le dévore tout entier. Rentaro, horrifié, regarde une décharge d'éclairs jaillir d'un Gastria invisible, anéantissant plus de soldats et confirmant que les lances de lumière étaient en effet réelles. À ce moment-là, Aldébaran, le colossal Gastria de Stade 4, qui a détruit le monolithe, rugit et se retire de la bataille avec son armée à sa suite. Les survivants regardent en silence, stupéfaits, alors que les Gastrias se retirent de manière inattendue. Après la bataille, Tamaki et Rin Terranties discutent des pertes avec Rentaro. Rentaro estime qu'ils ont perdu la moitié de leur force, tandis que Tamaki souligne que les Gastria ont également subi des dégâts. Cependant, Rentaro prévient qu'ils se sont probablement déjà rétablis grâce aux cadavres humains transformés en Gastria. Avec à peine 500 personnes restantes, ils doivent maintenant faire face à une armée de plus de 2000. Dans un hôpital improvisé, Rentaro retrouve Anju et Kisara qui aident les blessés. Sumire surprend Rentaro en l'embrassant par derrière, le faisant penser qu'elle était en sécurité dans un abri, mais elle a décidé d'aider plutôt que d'attendre. En vain, Rentaro est frappé par la force d'Anju et Sumire l'avertit d'éviter d'évoquer la perte de ses camarades, alors qu'Anju est encore en train de traiter la douleur.
Plus tard, l'équipe arrive dans un hôtel abandonné que Shuma a trouvé. Ils sont accueillis par Tina, qui a nettoyé l'endroit. Pendant le dîner, Yuzuki fait l'éloge des talents culinaires de son frère, tandis que Midori sert le thé. Alors que les conversations se tournent vers des préoccupations concernant le retour d'Eria dans la chambre d'hôte, Kisara révèle que les survivants des frappes de foudre lors de la bataille montrent des signes d'intoxication au mercure. Tina, utilisant ses drones, mentionne qu'elle a détecté les Gastria responsables de ces rayons à 5 km, bien qu'ils restent invisibles. Au milieu de cette tension, un soldat arrive avec un message. Rentaro a été convoqué par le commandant Nagamasa Goto. En rencontrant Goto dans un bâtiment abandonné, Rentaro remarque que le commandant a perdu sa jambe gauche. Goto commente froidement que Aldébaran l'a arraché, comme si cela n'avait aucune importance. En discutant de la mort de son fils Hidiko, Rentaro choisit de lui dire qu'il est mort courageusement, bien que Goto déplore de l'avoir forcé à devenir un officier civil, confessant qu'il lui aurait permis de suivre un autre parcours s'il avait su comment cela se terminerait. Rentaro partage sa théorie que Aldébaran contrôle les Gastria par des phéromones et que s'il le tue, l'armée s'enfondra. Cependant, Goto répond que Aldébaran est pratiquement invincible. Bien qu'il ait réussi à blesser son cerveau, la bête s'est simplement régénérée. Goto révèle alors que son vrai ennemi est le Gastria qui tire des rayons de mercure, surnommé Pléiade, et suggère que s'ils peuvent le tuer, Aldébaran sera plus facile à vaincre. Cependant, après avoir réprimandé Rentaro pour avoir désobéi aux ordres, Goto le condamne à dissoudre son équipe et à faire une peine capitale. Dans un accès de rage, Rentaro essaie de discuter, mais il est rapidement maîtrisé par l'initiateur de Godu, Asakamibu. Malgré l'injustice évidente, Goto offre à Rentaro une opportunité. S'il peut tuer Pléiade, il sera gracié, bien que Rentaro sache que c'est une mission suicide. Alors que Rentaro se prépare à quitter l'hôtel, Kisara l'intercepte. Elle essaie de le persuader de fuir ensemble, mais Rentaro, sachant qu'il n'y a pas d'échappatoire si les Gastria conquièrent Tokyo, refuse de le faire. Kisara l'appelle idiot, alors qu'elle le regarde s'éloigner. Dans la forêt, en cherchant Pléiade, Rentaro est attaqué par une meute de Gastria loups que le prend en chasse. Bien qu'ils parviennent à se défendre, l'un d'eux le renverse et ils tombent tous les deux dans une rivière. En émergeant de l'eau, il est entouré par les Gastria, y compris leur chef à 2 têtes. Juste au moment où tout semble perdu, les Gastria sont déchirés par une force invisible. Des ombres émergent, Kabagetane, Haruko et sa petite fille, Koina. Avec un sourire sinistre, Kagatan commente que c'est une coïncidence de se retrouver, laissant Rentaro stupéfait de le voir vivant la nuit. Rentaro, tour méfiant, garde son arme pointée sur Kagatan. Cependant, son ancien ennemi mentionne qu'on lui a déjà fourni de la nourriture, des antibiotiques et des bandages. Kohina, avec son habituelle froideur, s'informe sur Enju et exprime son désir de l'éliminer. Kagatane explique qu'ils ont observé la bataille de loin, et lorsque Rentaro le réprimande de ne pas avoir aidé, Kagatane, sur un ton philosophique, lui demande ce qu'il en tirerait. Rentaro mentionne la paix, mais Kagatane avoue qu'il n'y a aucun intérêt pour lui. Frustré, Rentaro conclut qu'il est fou, et Kagatane, en riant, répond qu'il n'a jamais été sain d'esprit. Le matin, le duo Haruko disparaît, mais Kagatane laisse des informations cruciales. Il a localisé Pléiade. Bien que Rentaro reste méfiant quant à ses motivations, il décide de continuer tandis que Kagatane et Kohina le suivent à distance prudente. Le trio avance finalement et il semble qu'ils se dirigent tous dans la même direction. Rentaro et ses compagnons se retrouvent devant un nid de Gastria, monstre monstrueux. Monstres aux intentions malveillantes, bien que leur souffle soit encore pire. Au centre de tout cela se trouve leur cible principale, Pléiade, un monstre massif qui était en long sommeil. Saisissant l'opportunité, l'équipe décide de l'éliminer avant qu'il ne se réveille pour prendre un café. Ils réussissent, mais le bruit ne passe pas inaperçu aux yeux des Gastria, qui, furieux, commencent à bouger. Dans une scène tout droit sortie d'un jeu de cache-cache, le trio se cache tandis que les Gastria s'enfuient, peut-être à la recherche d'un autre leader. La chance est de leur côté, alors que les Eagles F-15E de la JASD et l'artillerie s'occupent des hordes de monstres avec un festival d'explosions. Mais bien sûr, rien n'est jamais aussi simple. Aldébaran, le roi des Gastria, apparaît pour défendre ses camarades. Une bombe de 500 livres lui fait sauter la tête, ce qui semble être la fin parfaite jusqu'à ce qu'il commence à la régénérer comme si de rien n'était. Aldébaran libère un nu de phéromones, appelant probablement ses forces à se retirer et à vivre pour se battre un autre jour. Après cet événement explosif, Rentaro retourne à la base, où il est accueilli par Enju, que son inséparable compagne Kisara, sa camarade guerrière et alliée stratégique, lui remet. Choquant. Rentaro est maintenant le commandant des officiers civils suite à la mort de Godo, l'ancien leader. En observant le corps de Godo, Rentaro remarque que bien qu'il n'ait pas toujours été d'accord, il ne le détestait pas. L'atmosphère s'échauffe lorsque les officiers civils survivants entourent Kagatane, un ancien ennemi devenu allié. Avant que la situation ne dégénère, Rentaro rappelle à tous que le véritable ennemi est le Gastria, pas les uns contre les autres. Au milieu de cette tension, Shuma fait face à une tragédie personnelle. Sa partenaire Midori a été infectée par le virus Gastria, ce qui signifie qu'elle se transformera bientôt en l'une de ses abominations. Kagatane, toujours pragmatique, lui suggère de la tuer avant qu'il ne soit trop tard. C'est un coup dur pour Shuma,
qui doit maintenant affronter les sombres réalités de son monde. Dans une dernière conversation avec Midori, elle révèle qu'avant de le rencontrer, personne n'avait jamais eu besoin d'elle. Malgré la douleur et la confusion, elle se tire dans le dos, préférant la mort à la transformation et au risque de mettre les autres en danger. Avec son dernier souffle, Midori laisse une empreinte sur Shuma, qui demande maintenant à Rentaro de vaincre Aldebaran. En geste d'adieu final, Shuma avoue également qu'il a été excommunié de l'école d'arts martiaux Tendu, ajoutant plus de poids à sa demande de justice pour Midori. Le lendemain, Rentaro prend son rôle de leader des officiers civils, mais ce n'est pas un titre facile à porter. Lors d'une réunion tendue, certains officiers suggèrent de fuir face à l'avancée des Gastria. Rentaro répond en poignardant un d'entre eux dans l'épaule, laissant clairement entendre qu'il ne permettra pas le chaos dans les rangs. Kagatane et sa fille Korina le soutiennent, montrant que Rentaro n'est pas aussi compatissant que Gato l'était, mais il est ferme. Kisara confronte Rentaro sur ses méthodes, en arguant qu'un stylet le feur chez ses subordonnés ne lui gagnera pas d'alliés à long terme. Mais Rentaro, endorci dans ce nouveau rôle de commandant, répond qu'il n'en sera rien tant qu'il continue à se battre. Malgré cette froideur, Kisara promet de rester à ses côtés même si personne d'autre ne le fait. La situation se complique lorsque l'initiatrice de Gato accuse Rentaro d'être un dictateur et de ne pas être à la hauteur de l'héritage de Gato. Dans un accès de rage, elle tente de l'attaquer, mais Shuma intervient et l'arrête. Shuma lui demande d'être son initiatrice temporaire et elle accepte, juste à un moment où Muri arrive avec des renforcements. Rentaro avait engagé Muri comme stratège et il arrive avec une arme qui pourrait changer le cours de la bataille. Une bombe plus poussante que la dernière, capable de détruire Aldebaran à condition qu'il puisse la placer dans son cœur. Le défi est qu'ils doivent percer l'armure dure d'Aldebaran et être sûr qu'il est en train de régénérer pour que la bombe ait son effet maximum. Cela nécessite plus de puissance de feu que ce qu'ils ont actuellement. Mais Muri en pointe le Rentaro sont à capacité unique qui sont exactement ce dont ils ont besoin pour réaliser le plan. Rentaro accepte la tâche et ordonne de relocaliser le camp, utilisant certains monuments comme tour d'observation pour avoir une meilleure vue du champ de bataille. Alors que la nuit tombe, Rentaro réfléchit aux doutes d'Enju concernant leur mission. Elle se demande si le système des officiers civils est vraiment un moyen de protéger les gens ou si c'est juste une excuse pour se débarrasser des Gastria et des enfants Cursi. Rentaro, cependant, la rassure en lui disant que ce qu'ils font va au-delà de cela. Ils risquent leur vie pour le bien des autres. Avec l'équipe enfin en position, Rentaro réalise qu'avec l'ajout de Kagaten et Koina, leur groupe est complet, couvrant toutes les faiblesses qu'ils avaient. Ie et Jus sont le roi des pions. Kisara et Tina prennent la place de la reine. Les frères Katagiri sont les valets. Shuma et l'initiateur de Gato sont les as, et Kagaten et sa fille sont les jokers. Tout est prêt pour l'affrontement final contre Aldebaran, qui, entièrement régénéré, s'avance vers eux de toute sa force. Mais juste au moment où la bataille est sur le point de commencer, la scène se déplace vers Tekuto et son groupe de subordonnés idiots qui, dans une tentative désespérée de contrecarrer les plans de Rentaro, jettent les sources d'énergie dans la rivière. Takuto, satisfait de son idée brillante, affirme que cela sera la fin de Rentaro. Notre héros pourra-t-il surmonter ces nouveaux obstacles ? Les officiers de la sécurité civile restants, avec des éléments des JSDF, qui n'ont sans doute plus que de l'artillerie, puisque leur armure et leur infanterie ont été détruites il y a 2 épisodes, attendent les batteries. Mais elles n'arrivent pas. Tina, avec sa vision améliorée, peut voir l'emplacement exact des Gastria, mais elle est la seule à avoir ce privilège. Juste au moment où tout semblait perdu, le ciel s'illumine de lampadaires. Ce n'était pas de simples lampadaires. Ils provenaient du palais du leader, dans le cadre du festival Génin, où des gens et des enfants maudits s'étaient rassemblés. Saitenshi dit à Rentaro que chaque lumière est remplie d'espoir et de prière pour la survie, insistant sur le fait qu'il doit gagner la bataille. Puis, d'un ton plus réfléchi, elle dit à Anju qu'elle croit que les gens ont 2 visages, un de lumière et l'autre de ténèbres sombres. Anju répond en affirmant qu'elle protégera les 2. Les Gastria s'approchent dangereusement et le groupe commence à tirer avec des mortiers et des mitrailleuses GPMG, parvenant à briser la première vague. Les adjuvants rejoignent l'action, attaquant les Gastria avec tout leur arsenal. Alors que la bataille s'intensifie dans la ville, Kisara, les adjuvants restants et l'équipe de Rentaro s'occupent des monstres, les détruisant un par un. Shuma et Kagaten disent à Satomi de ne pas perdre de temps avec les petites proies. Enfin, face à Aldebaran, Rentaro et Anju parviennent à placer la bombe LP à l'intérieur de son corps, profitant du moment où il ouvre sa coquille pour essayer d'arrêter Rentaro à une distance sûre. Le groupe attend l'explosion, mais la bombe échoue à la dernière seconde. Rentaro, désespéré, réalise qu'il y a encore un moyen de la faire exploser manuellement. Avant de procéder, il fait ses adieux à Anju, la remerciant pour tout et la met hors de combat. Pour la protéger de ce qui est sur le point de se passer, Rentaro essaie d'appliquer suffisamment de force pour faire exploser la bombe. Mais c'est seulement possible à bout portant. Bien qu'il parvienne à éviter certains projectiles, il ne peut pas éviter d'être touché par un fluide corrosif qui détruit le viranium, et par conséquent, il perd sa jambe. Juste au moment où la situation semble désespérée, Shuma apparaît et l'aide à attendre un endroit sûr. Déterminé, Shuma mentionne que la technique qu'il a fait excommunier de l'école d'arts martiaux Tendu est interdite, mais il l'utilisera pour enterrer Aldebaran. Malgré les protestations de Rentaro, Shuma confronte le monstre et porte un coup si puissant qu'il parvient à activer la bombe. Après une impressionnante explosion en forme de champignon, Rentaro reprend conscience et, avec l'aide d'Anju, se lève pour témoigner de la dévastation. Aldebaran et Shuma sont morts, les Gastria ont été vaincus,
Bien que beaucoup se soient échappés au-delà des monolithes, le coup a été immense. Parmi les officiers de la sécurité civile, seulement une vingtaine survivent, et les pertes des JSDF au cours des 2 derniers jours sont stupéfiantes. Dans le ciel, des matériaux pour un nouveau monolithe sont transportés, signalant que les officiers de la sécurité civile ont remporté la 3e bataille de Kanto. 2 jours après, au complexe Tendu, Kazumitsu Tendu apparaît pour confronter Rentaro, Kisara et leurs initiateurs. L'atmosphère est tendue. Kisara s'adresse à lui sans détour en tant que vice-ministre des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, le même salaud responsable du monolithe défectueux qui a causé tant de morts. Il pensait avoir éliminé toutes les preuves concernant la construction du monolithe, mais Kisara a découvert que les blocs de viranium avaient été mélangés avec d'autres matériaux pour réduire leur pureté, et Kazumitsu a empoché l'argent en arguant que la pureté aurait dû être suffisante. Kisara souligne que ce n'était pas le cas pour Aldébaran et le reproche d'utiliser ses gains mal acquis pour sécuriser sa position actuelle. Kisara le tient responsable des vies perdues pendant la bataille. Kazumitsu, révélant sa véritable nature de vilain, affirme qu'il contrôle tout avec l'argent et s'enfuit chaque fois qu'un danger se présente, le défiant à un duel. Sa secrétaire, amante ou peu importe, Shaina Kazumi, agit en tant que témoin de Kazumitsu tandis que Rentaro le fait pour Kisara. Rentaro se demande si les choses en sont vraiment arrivées là, mais Kazumitsu, confiant, déclare qu'il va enfin faire taire Kisara. Elle, cependant, est déterminée à venger la mort de ses parents. Utilisant un style de combat qui est étranger à Kazumitsu, Kisara le bat rapidement, déviant son attaque et, d'un seul coup, lui coupe les jambes. Alors qu'il est allongé sur le sol, elle révèle que sa 2e attaque était bien plus rapide que Kazumitsu ne pouvait le percevoir, et exige de connaître la vérité sur la mort de ses parents. Sous pression, Kazumitsu avoue qu'il était impliqué avec 3 autres dont Kikonojo Tendu. Le père de Kisara était sur le point d'exposer la corruption au sein du clan, affirmant qu'ils avaient orchestré des événements pour s'emparer de leur pouvoir actuel. Satisfaite de l'information, Kisara quitte le dojo avec Rentaro et les autres. Kazumitsu, soulagé, pense avoir été pardonné. Mais alors qu'ils s'en vont tous et que Rentaro ferme la porte, Kisara révèle que son 2e coup était fatal. De l'intérieur du dojo, on entend le bruit de la tête de Kazumitsu se fendant, éclaboussant de sang Kazumi. Rentaro se précipite immédiatement à l'intérieur, exhortant les filles à ne pas regarder. Kisara a enfin obtenu sa vengeance, exécutant l'un des responsables de la mort de ses parents. Visiblement ébranlé, Rentaro dit qu'il savait que ce n'était pas de la justice, mais une exécution. Kisara répond qu'il n'a pas pu se résoudre à tuer les personnes responsables d'incidents passés, comme Kikonojo et Sujin. Elle affirme que tandis que Rentaro représente la justice, seul le mal peut détruire un mal plus grand, et ce mal, c'est elle. Ces mots troublent Rentaro, qui craint qu'un jour lui et Kisara ne se retrouvent face à face en tant qu'ennemis. Sur ce, il quitte les lieux sous le regard attentif de tous les présents. Pendant ce temps, Seitenchi s'adresse aux habitants de Tokyo, annonçant l'approbation de la nouvelle loi Gastria. Elle déclare que, pour l'instant, les enfants portent le lourd fardeau de combattre les Gastria, mais que cela peut changer, et c'est à eux de le rendre possible. Pendant ce temps, Rentaro et Anju se dirigent vers le palais sacré pour être décorés. Au cours du trajet, Anju lui remet un serment. « Tu ne te battras jamais seul. Nous ferons tout ensemble. Ne me mets pas KO. » Sans avertissement, le 4e serment est interrompu lorsque le tramway dans lequel il se trouve s'arrête à cause d'un accident à la station suivante. Danju, réfléchissant, se demande s'ils auraient pu aider ceux qui sont morts. Et pour la première fois, Rentaro laisse tomber son masque, se remémorant les sacrifices de ceux qui sont tombés. Shuma Midori Kayoi pleure de manière incontrôlable, confessant sa peur de devenir indifférent à la mort. Danju, souriant, promet qu'elle sera toujours à ses côtés, une promesse que Rentaro accepte avec gratitude.